Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouvel épisode de Parlons EPS et aujourd'hui on va parler de la gestion de classe. Je me présente Louis Questel, enseignant d'EPS dans un collège dans les Yvelines. Et avec moi aujourd'hui donc j'ai 3 invités, je vous laisse vous présenter. Léo, je suis donc en FSTG encore dans un lycée polyvalent en Normandie, donc un plutôt grand lycée polyvalent, donc contexte différent. Gladys, enseignante aussi fonctionnaire stagiaire en lycée pro dans les Yvelines. Bastien, même profil que Léo et Gladys, et je suis enseignant dans un collège, un grand collège en Normandie. Très bien. Pour vous, quel cadre vous essayez de donner du coup avec vos classes ? Est-ce que vous avez des petites routines que vous faites pour essayer justement de favoriser la mise en travail ? Est-ce que vous avez des petites habitudes ? Les habitudes que j'essaie de mettre en place, c'est d'un point de vue matériel, sur l'utilisation du matériel, avoir des plots de couleurs qui sont utilisés pour les mêmes espaces, pour les mêmes endroits. Ça permet aux élèves, surtout dans les activités type champ d'apprentissage numéro 4, donc d'affrontement, sport collectif ou sport individuel, de se représenter. On parle le même langage, il y a un langage commun dans la classe. Les plots jaunes, c'est la fin du terrain, les plots rouges, c'est la largeur, les plots bleus, c'est les zones d'en-but ou c'est les zones à viser. Voilà. Donc d'avoir ce genre de routine dans l'utilisation du matériel. Sur les couleurs ? Ouais, sur les couleurs pour faciliter la zone d'éviter, de dire de là à de là, non, du plot jaune au plot blanc, c'est la consigne ici. Et vous ? Vas-y Gladys, je te laisse, non ? Bon, c'est plus des routines classiques dans la prise en main où ils savent que ça a déjà été dit, mais ils sortent des vestiaires, ils savent qu'ils doivent s'asseoir devant le tableau. Bon, des fois, on sait que ça dévie un peu et qu'on est toujours obligé d'y mettre un peu notre sauce, mais j'essaye d'instaurer ça, on rentre, on se pose, on est calme. Et peut-être que justement, je devrais peut-être m'inspirer un peu de ce que Bastien avait dit en basket. Des fois, leur laisser un peu ce temps à la sortie des vestiaires où ils peuvent avoir certaines libertés pour pratiquer. Certaines libertés. C'est vrai que j'ai pas du tout testé parce que j'ai un petit peu peur, je pense, de leur laisser cette liberté-là et que ça soit plus du tout sous mon contrôle. Je pense qu'il faut tester avec certaines classes dans lesquelles tu as un petit peu confiance pour essayer de voir ce que ça donne et ensuite pouvoir élargir ça à d'autres si jamais ça fonctionne. Ouais, c'est des stratégies de négociation. En fait, tu permets d'avoir des choses et comme tu as permis d'avoir des choses, donnez-moi le reste. Avec certains... Et puis si ça commence tout le temps ton cours par un truc un peu positif pour eux, ça routinise un peu un truc positif dès le début. Ouais, et en fonction des classes, ça change beaucoup. Une classe de 15h30 à 17h30 le vendredi, comme tu as Gladys, okay. Ça dépend de la classe, mais au début de l'année, on se met d'accord. Là, aujourd'hui, c'est la fin de la semaine, on est fatigué. Allez, je vous laisse un petit peu de ça, vous pouvez bavarder. Par contre, quand je vous demande, vous venez, je vous prends 30 secondes, 40 secondes, mais je veux le silence. Là où avec d'autres classes, peut-être qu'on va moins leur accorder, qu'on va leur parler plus longtemps, ou en tout cas, ça va être différent. Donc, des stratégies de négociation où on leur donne accès à ce qu'ils veulent dans un cadre. Par contre, après, donner accès à moi ce que je veux. Sur les routines, moi, je pense que c'est vraiment super important. Ma mère est enseignante, du coup, dans le primaire. Et par exemple, à cet âge-là, des fois, on peut pas trop... on peut pas discuter énormément, ils ont une attention très faible, etc. Et je me rends compte que vraiment, elle routinise énormément de choses. Elle, ça va être par des chansons. Quand c'est telle chanson, ils savent qu'ils doivent aller ranger leur truc. Quand c'est tel truc. Et en fait, on se rend compte qu'à cet âge-là, vraiment, les routines, de 1, ça les rassure. De 2, ça permet de se faire comprendre sans passer par du négatif, de rangez-moi ça, machin, etc. Et en fait, je pense que nous qui sommes dans le secondaire, c'est tout aussi important et on devrait vraiment s'inspirer de ça pour routiniser un maximum certaines choses, pour en fait nous éviter du temps de parole, pour nous éviter certains conflits avec certains élèves, etc. Et encore une fois, il faut que ces routines soient aussi appréciées par les élèves et qu'ils soient d'accord avec ça. Une autre routine aussi, c'est sur l'appel. J'ai pu tester cette année avec les 6e, j'ai pas du tout géré le lieu d'appel pour aller à la piscine. Parce que normalement, ils savent que quand on a EPS classiquement, on est devant le bureau. Sauf que pour la piscine, on se donne rendez-vous dans le hall. Sauf que j'ai des élèves qui vont directement dans le hall, d'autres qui sont devant le bureau, donc on perd un temps monstre, sauf qu'il y a le car qui nous attend pour partir à la piscine. J'ai pas été bon là-dessus. Donc donner un lieu fixe pour l'appel, déjà, c'est super important. Et on en avait discuté, Léo, en formation, sur comment rendre un peu plus animé l'appel. Et j'ai testé ça. Ça a bien fonctionné avec toutes mes classes de 6e à 3e. C'est faire un concours de la classe la plus rapide pour faire son appel. Chrono en main, on démarre. Et sur 2 semaines, j'ai lancé une compétition. J'ai gagné un temps monstre sur le temps d'appel. Donc tu grattes des petites minutes en plus dans ton cours. Et il commence le cours avec une note assez positive. C'est-à-dire, comment tu fais ça pour... c'est quoi le concours ? C'est tout eux le monde qui est prêt. Moi, Les gars, j'ai une classe tout à l'heure là. 30 secondes, ils ont mis. C'est ça. On doit faire 29. Vous êtes prêts ?
Tu démarres le chrono, tu dis le prénom et en fait ça les amène à être super attentifs. D'un cours à l'autre, ils ont repéré après qui ils sont, du coup ils sont au taquet. Ils savent que s'ils sautent le prénom de quelqu'un, s'ils répondent trop vite, je répète son prénom, donc ils perdent du temps. Donc ils sont au taquet dès le début du cours. Et il y a une émulation qui se met en place. Et puis quand il y en a qui sont absents et que quelqu'un prend le lead pour dire pas là, ouais, c'est ça. Bah moi j'avoue j'ai simplifié ça, en fait j'ai plus trop le format appel où je cite un à un, je regarde juste le nombre d'élèves, je les compte et je vois s'il en manque ou pas et ensuite je fais à la tête ok lui il est pas là et j'enlève. Et j'avoue qu'au final mon appel moi il me dure entre 30 secondes, une minute grand max. Ça c'est une technique aussi, mais l'avantage de l'autre type d'appel c'est que tu les fais participer dès le début. Ouais. Tu portes de l'intérêt à l'élève. Moi je le fais plutôt quand je dis bonjour, par exemple je dis bonjour mais j'essaie de donner leur prénom pour montrer que je m'intéresse à eux, etc. Et même petit détail, par exemple sur Pronote on peut voir les anniversaires, etc. Ça me fait toujours plaisir de pouvoir leur montrer que je sais que c'est leur anniversaire et leur souhaiter. Ton rôle se voit voler, Louis, mais ça me fait penser à quelque chose. Est-ce qu'il y a des routines qui ont été mises en place dans vos cours, mais à votre dépens? Vous vouliez pas qu'il y ait cette routine. En fait, cette routine apparaît. Je vous éclaire ma pensée. Moi, j'ai remarqué avec une de mes classes de seconde que si je vais pas toquer au vestiaire, bah en fait, ils vont pas sortir. Parce que je pense qu'ils ont intériorisé le fait que j'allais toquer au vestiaire. Et pour eux, c'est la limite, quoi. Ils savent que tant que tu viens pas taper à la porte, ils peuvent rester encore dans le vestiaire. Je sais pas quand est-ce que ça s'est instauré, mais j'ai l'impression que ça s'est instauré avec cette classe, que si j'y vais pas, bah en fait, ils sortent pas. Je vois ce que tu veux dire. L'année dernière, j'en avais quelques cas un peu similaires. Maintenant, j'essaie de le verbaliser beaucoup. De dire quand il y a une routine qui me plaît pas, leur dire écoutez, vous faites ça à chaque fois, ça me plaît pas. Si vous continuez comme ça, il va se passer ça. Et je mets quelque chose derrière, je sais pas moi, j'enlève du temps, j'enlève tel truc. J'essaie de montrer c'est pas super parce que c'est un peu négatif cette manière-là, mais des fois le fait de verbaliser ce truc-là me plaît pas pour telle raison, bah eux des fois ils arrivent à le comprendre et j'arrive des fois à enlever un peu une habitude qu'ils ont qui me plaît pas trop. Vous avez des choses vous en tête qui viennent? Bah la même chose que toi, j'ai des classes qui ne sortent pas des vestiaires tant que je vais pas toquer. Et je sais pas à partir de quel moment ils se sont dit que ça me fonctionnerait comme ça, parce qu'au début de l'année, ils sortaient. Bah, ils en profitent. Oui, voilà. Je pense que maintenant, c'est un peu instauré. Et que... Ça les a arrangés une fois et après, c'était parti. Et je pense aussi, on l'avait dit sur le premier podcast, mais naturellement, on va prendre les libertés qu'on nous donne. Et si on voit qu'en fait, cette liberté-là, on peut la prendre sans forcément avoir de conséquences graves ni trop négatives, et que nous, ça nous fait plus plaisir d'avoir un moment de discussion dans le vestiaire, bah naturellement, je pense qu'ils vont essayer de le prendre et essayer de dévier là-dessus. Écoutez, moi, ça m'a pas encore interpellé, mais je serai plus vigilant par la suite pour regarder ça. Très bien. Là, on a parlé plutôt des routines. Vous, comment vous faites vivre plutôt les règles, les choses qu'on a le droit de faire, pas faire, justement, dans vos cours? Est-ce que vous avez des manières un peu spécifiques de le faire ou pas? Fonctionnement, on en avait déjà discuté dans un épisode précédent. C'était ça rejoint routine règle. Mais au début du cours, à chaque fois, je commence avec les petites classes sur ma météo du jour, savoir comment je suis, comment eux ils sont, si jamais ils ont eu des évals avant, etc. Et puis après, je leur fais le menu du jour. J'écris au tableau ce qu'on fait aujourd'hui. En échauffement, ça va être ça, et je leur donne le nom de la situation, comme ça rapidement ça se met en place, ils peuvent installer le matériel. Et je fixe mes règles à chaque fois sur le menu du jour. Le menu c'est ça, et les règles d'aujourd'hui c'est ça. Grosso modo, les règles elles se répètent, donc au bout d'un moment, plus t'avances dans ta séquence, plus c'est intériorisé. Mais c'est à ce moment-là que les règles sont fixées de manière générale. Très bien. Et vous, est-ce que vous avez des manières spécifiques de le faire vivre ou non, c'est j'annonce une règle, si on le fait pas, il y a telle conséquence? Moi, c'est un peu plus dans la verbalisation avec les élèves. Je les questionne, que ce soit des règles de fonctionnement propres à l'APSA ou aussi des règles plus du règlement intérieur. Toujours dans le dialogue, peut-être un peu trop. Ça peut mener à l'épuisement des fois, mais ouais, beaucoup dans la verbalisation et plus au cas par cas quand ouais, je comprends. En classe entière, quoi. Moi, je suis un peu sur la verbalisation, mais surtout sur le fait de, je pense, donner du sens des fois à telle ou telle règle. Des fois, j'aime bien prendre du temps de expliquer de pourquoi on fait ça et en fait, si on le fait pas, à quoi ça amène. Et moi, je suis plutôt sur le fait de donner du sens parce que moi-même, pour faire quelque chose, j'ai besoin d'y voir du sens et je fais aussi, je pense, par rapport à moi en fait. Ouais, je vois pas tellement moi de règles que j'ai instaurées qui ne sont pas propres aux activités. C'est peut-être ça peut être propre aux activités. Moi par exemple des fois le hand, par exemple, pour le faire découvrir, nous en équipe on a un peu une vision là-dessus, on fait venir les règles une à une du hand en faisant au début des matchs et en se disant bon bah ok, il y a pas de zone, bah on a le droit de tirer à 50 cm du but, au final est-ce que le gardien il peut l'arrêter? Bah non, bon bah peut-être mettre une zone pour l'avantager, etc. Et toi t'essaies de les amener à cette règle
D'accord, donc tu vois, ça c'est- peut être aussi une activité dans une règle, mais enfin, c'est juste, il y a des règles des fois à respecter, que ce soit plus réglementaire, chewing-gum, etc. Comme ça peut être enfin, vraiment lié à l'APSA. Je pense qu'il y a plein de règles qu'on est obligé de faire vivre à un moment ou un autre, et en fait, soit on l'annonce juste, soit on peut essayer de les faire vivre un petit peu. Ouais, mais la catégorisation me semble nécessaire parce que, effectivement, d'apporter une règle dans une activité qui est une règle interdit de marcher au basket ou interdit de sortir, bah, ça peut entraîner, en fait, c'est parce que ça va entraîner des principes d'efficacité, des actions collectives, de l'intelligence collective qui peut effectivement être induite par le fait d'apporter des règles. Après, sur les règles réglementaires du règlement intérieur, là, c'est plus prescrit. Et Après, des fois, on peut y trouver du sens aussi, des fois, pour les élèves. en plus, bien sûr, mais le fait d'être au lycée change évidemment parce que au collège, vous posez les bases de ces règlements C'est vrai propres aux que, activités au et lycée- propres à la vie dans l'établissement. Là où au lycée, on peut partir du principe, à tort parfois, que les élèves connaissent les règles de bienséance, de vivre ensemble, ou certaines règles des activités. Ouais, je suis d'accord. Et même moi, par exemple, bah, là, je réfléchis un peu, moi, par rapport aux règles. Des fois, ça m'arrive de lancer, par exemple, des matchs d'une activité et que j'ai pas annoncé telle ou telle règle. Mais qu'il y en ait certains, vu qu'ils connaissent déjà l'APSA, ils disent ah bah monsieur, on n'a pas le droit là de faire le marché ou tel truc. Je dis bah j'ai pas annoncé, donc pour l'instant c'est comme ça. Par contre après on va voir, et je vais l'annoncer, etc. Donc j'essaie vraiment de y mettre du temps, pas mettre toutes les règles en même temps, petit à petit, les expliquer, donner du sens. Pour moi c'est important pour les élèves. Ça me fait penser que, on n'est plus dans le thème, mais sur les routines, là en ce moment je suis en demi-fond avec des classes de 5e, et j'ai vu un collègue faire quelque chose sur l'explication de ses fiches, qu'il a dans n'importe quelle activité. Il explique les fiches quand ils sortent du vestiaire à l'intérieur. Comme ça, quand ils vont dehors, ils savent ce qu'ils vont faire, ils connaissent déjà la fiche, et on perd pas de temps à être distrait, ce qui se passe en dehors pour comprendre la fiche, ce qui peut être difficile. Et ça fait partie des routines, explication des règles. Je l'ai appliqué avec une classe, j'ai fait un test, hein. Une classe de 5e où je vais pas fonctionner comme ça, une autre classe de 5e où je vais fonctionner comme ça. Et j'ai trouvé ça plus agréable. Très bien, justement, tu fais le lien parce que je voulais vous parler donc de vous, vos petites astuces de gestion de classe ou des trucs un peu cool que vous avez réussi à faire en fonction donc, des champs d'apprentissage. Donc on va partir du champ d'apprentissage 1. Est-ce que vous avez remarqué certaines astuces, certaines choses que vous avez fait pour justement cadrer l'activité, essayer de les mettre en action? Activité de performance, champ d'apprentissage numéro 1, surtout des activités athlétiques et gymniques, natatoires, pardon, aucun rapport. Moi, j'ai fait beaucoup de natation et d'athlétisme cette année. Le fait qu'il y ait toujours un chrono, ça permet de cadrer déjà. On a un chronomètre, donc qui veut dire chronomètre dit départ, dit arrivée. On a tous le même départ, on a tous la même arrivée. Donc, ça permet de cadrer les rotations et ça permet aussi de cadrer le rôle d'observateur chronométreur. Là, avec toutes les classes. C'est une activité qui, de base, effectivement, permet de cadrer les choses. Et moi, je compléterais, il y a quelque chose, par exemple, moi, je parle plutôt en relais vitesse parce que cette année, en plus, là, je suis dedans, même si j'ai fait du demi-fond, etc. Le fait d'annoncer des rotations, par exemple, avec des numéros. En plus, relais vitesse, faut qu'il y ait un certain repos, etc. Le fait de mettre des rôles sociaux et d'avoir des rotations très claires, avec des numéros d'équipe, des choses qui changent pas trop non plus de séance en séance, juste on ajoute un rôle social en plus, on change juste cette équipe, etc. Ça fait que en fait ça tourne beaucoup mieux, et je pense le fait de gérer ces rotations là, je pense que dans d'autres APSA c'est vérifiable aussi, mais moi en tout cas par exemple en relais vitesse, je trouve que ça a vraiment changé pas mal de choses, de vraiment cadrer cette activité là. En relais vitesse, pour compléter, j'ai fonctionné de la même manière, mais en plus de ça, j'ai donné des chasubles aux élèves. Et je savais que sur la première série, c'était les élèves qui étaient en chasuble bleu, qui soit couraient, étaient observateurs, chronométreurs, etc. Ensuite, c'était au rouge, puis au vert, et ils avaient leur rotation au milieu. Donc chez les verts, il y avait les A, B, C, et sur leur fiche, ils avaient de l'ordre à chaque fois, les A, ils courent, les B, ils observent, etc. Ouais, t'as tout cadré en fait. Tout était cadré, ça fonctionne mieux. Très bien, est-ce que vous voulez compléter pour le CA1 ou on peut passer au CA2? On peut enchaîner sur le CA2. Bon. Très bien pour vous, pour le CA2, du coup, est-ce qu'il y a des petites astuces, des choses qui vous ont... Circulaire des activités physiques de pleine nature et notamment d'escalade de 2017, forcément on peut pas y échapper. Donc en escalade, vérification visuelle et tactile du matériel des élèves, check entre les élèves des nœuds et du système d'assurage et par mois, ça déjà ça donne des routines. Porte d'entrée sur les tapis, donc les élèves ils mettent leur baudrier. Moi, je mets 2 plots. Tu matérialises en fait les espaces, c'est ça? Je matérialise l'espace. Moi, je suis entre les 2 plots. Personne ne va sur les tapis si vous ne passez pas par la porte que je vous ai permis de traverser parce que je vous ai vérifié
le matériel. Moi, je trouve que c'est quand même des activités qui nécessitent quand même beaucoup d'organisation, en fait, pour justement cadrer cette activité, que ça soit la course d'orientation, même nous, on fait du VTT, l'escalade, tout ça, ça demande du matériel, de la réflexion vraiment avant pour avoir un système qui tourne. Et je pense que c'est important, d'autant plus vraiment les routines à ce moment-là, parce que, par exemple, en course d'orientation, si on change à chaque séance de manière de fonctionner, etc., les élèves, ils vont être perdus. Est-ce que je dois chronométrer, faire tel truc, aller chercher combien de balises, j'ai combien de temps? Je pense que c'est important de routiniser, d'avoir un mode de fonctionnement. Moi, par exemple, concrètement, en course d'orientation, j'ai fait 3 niveaux de cartes, 3 difficultés. Sur chaque difficulté, il y a 2 variantes, donc ce qui nous fait 6 cartes par séance. Et sur ces 6 cartes, du coup, à chaque fois, ils doivent juste lancer le départ sur la tablette et l'arrivée sur la tablette dès qu'ils ont terminé leur carte. Et du coup, le fait de faire ça, ça m'a routinisé quelque chose. Et en fait, de séance en séance, je vais ajouter des difficultés. Si on est en 3e, on va commencer à parler des points cardinaux avec nord, sud, etc., etc. Et on va ajouter un peu de difficulté pour aller encore plus loin dedans. Mais tout le côté organisation, vu qu'il est déjà routinisé, ça me fait gagner énormément de temps, je trouve, dans la séance. Du coup, je rebondis sur ce qu'a dit Léo sur l'escalade. J'utilise un peu le même principe de portes qui doivent passer quand ils ont leur baudrier. Et en plus de ça, je ne l'ai pas forcément mis en place avec toutes mes classes, parce que première séquence d'escalade, on prend forcément un peu le jus, mais de leur donner un chasuble quand ils ont un peu leur permis d'assurer. Comme ça, c'est très visuel. Et puis eux, ça permet de matérialiser leur réussite. Donc aussi. tu sais que s'il y a un gamin qui est là-haut alors que celui en bas, il n'a pas son chasuble, il y a quelque chose qui est pas normal. Donc ça peut aider à se délester un peu de quelque chose parce que tout de suite, visuellement, on s'en rend compte. Et ça rentre peut-être pas trop dans la gestion de classe, mais il y a un peu le débat, on commence par quoi en escalade? Parce qu'ils ont envie de grimper. Il y a le nœud de 8, il y a l'assurage. Et du coup, moi, je me concentre surtout sur l'assurage pour qu'ils puissent justement grimper. Et le nœud de 8, je laisse un peu de côté en faisant déjà les nœuds de 8 en amont, en fait. Et je pense que ça limite certains problèmes, surtout dans certains contextes où tu as des élèves, ils ont faim, en fait. Ils ont envie de grimper. Et si tout de suite tu rentres en disant, on va prendre le nœud de 8, qu'ils y passent une demi-heure, c'est là que ça peut commencer un peu à partir dans tous les sens. Donc je rentre plutôt par l'assurage, même s'ils grimpent au début jusqu'à la ligne rouge, ça les satisfait un petit peu. Et puis surtout que toi, tu es dans un contexte particulier où ils sont en stage, ils ont des cours qui peuvent des fois être échelonnés. Donc, donc c'est compliqué si tu prends le temps d'apprendre un nœud de 8 et que le cours d'après, tu refais le 8 parce qu'ils ont oublié, c'est sûr qu'au bout d'un moment, ça peut Alors ils finissent par l'apprendre, mais beaucoup plus tard. Et du coup, ça se fait, j'ai l'impression, plus vite. Parce que, ok, on monte déjà là-haut, il faut que j'apprenne à faire mon nœud de 8 si je veux continuer de grimper là-haut. Donc. J'ai une question à vous poser, parce que là, je suis en savoir nager, avec forcément les 6e, et j'arrive pas encore à trouver mon fonctionnement entre passer les consignes quand ils sont agrippés au bord, ou passer les consignes quand ils sortent de l'eau. Il y a à gagner et à perdre dans les deux, et j'aimerais avoir votre avis sur si vous avez déjà fait savoir nager. Alors moi, je l'ai fait beaucoup l'année dernière. J'avais une heure, une HSE en plus, où du coup, une HSE, une HSA, et tout le temps, je voyais des classes. Donc toute l'année, j'allais à la piscine. Et moi, personnellement, en fait, ça dépend aussi de l'environnement bruyant de la piscine. Ouais, c'est très bruyant. Ouais. Moi, je préférais les sortir de l'eau, parce que je remarquais que quand ils étaient dans l'eau, je leur parlais, et là, d'un seul coup, il se met sous l'eau comme ça pendant que je parle. Timothée, sors de l'eau, je suis en train de parler là. Et en fait, naturellement, c'est un peu amusant d'être dans l'eau et on a envie de jouer, on a envie de faire autre chose. Et je trouvais qu'ils étaient plus déconcentrés et qu'au final, j'y gagnais davantage à sortir de l'eau, expliquer les choses plutôt que de faire ça. Après, sinon, les petites astuces, c'est par exemple, j'expliquais quasiment, beaucoup de choses avant même de mettre le premier pied dans l'eau. Mais que ça soit au moment de la douche. Moi, je sais que on s'enchaîne en fait, on enchaîne les passages. Et nous, il y a une classe qui sortait. On avait le droit à 45 minutes top chrono. On arrivait 1 ou 2 minutes avant. Je les prenais de côté et je leur expliquais déjà tout avant même que ça commence. Comme ça, dès que la piscine était libre, hop, ils allaient dans l'eau. Ils avaient déjà quasiment tout en tête. Et je rajoutais des petits détails en plus. Et pareil, le fait de routiniser aussi, ça limite au maximum ces prises d'intervention, en tout cas pour moi. Si je dois faire un choix, moi, c'est en dehors de l'eau. Okay. C'est vrai que dans les gestions de classe, on n'en a pas parlé, mais faire des démonstrations pour des situations, ça permet déjà bien cadrer nos situations. Et là, en savoir nager, j'ai la chance dans mon groupe d'avoir des élèves qui se débrouillent bien. Il y en a toujours un qui est un peu meilleur que les autres. Mais je me suis dit, si t'es dans un groupe de débutants qui ont peur de l'eau, leur demander de faire les démonstrations s'ils sont pas très à l'aise, ça peut être difficile. Et par exemple, je sais que Tom, on discutait avec un ami à nous, et son père est enseignant de PS, et ça lui arrive de mettre le maillot. Ouais. Et d'aller dans la piscine et pour montrer aux élèves. Donc après, ça c'est un choix encore en fonction de chacun.
Ça dépend aussi du groupe peut-être que tu as pour montrer certaines choses. Mais en tout cas, ça peut être intéressant. Mais en tout cas, je pense qu'il faut limiter au maximum. Et aussi, tu as parlé de quelque chose, on a parlé du bruit. Et pour moi, le bruit, c'est super important pour la passation de consignes. Petit détail, nous, on a un chauffage dans notre gymnase. Là, maintenant, il fait beau, le chauffage se coupe. Et vraiment, je vois une différence sur la passation de consignes. Et c'est super important de parler dans un endroit qui est calme pour qu'ils soient déjà prêts à écouter, prêts à avoir toutes les informations qu'on va leur donner. Et donc, c'est pour ça que, par exemple, je te dis des fois, passer la consigne avant même de mettre les pieds dans l'eau, tu choisis l'endroit le plus calme, t'y vas, t'expliques, et puis après, tu peux y aller, t'as juste des petits détails à donner. Je sais qu'il y en a certains, des fois, ils écrivaient beaucoup. Ils avaient des tableaux, des feuilles, ça m'est déjà arrivé de plastifier certaines choses pour les montrer en amont ou pour faciliter justement cette passation de consignes. Maintenant, on va parler du CA3. Pour vous, est-ce que vous avez des petites astuces ? Ça dépend évidemment de la salle et de l'environnement. Dans le cas où il faut installer du matériel, des tapis, les tapis c'est incontournable, on est dans un espace. Sur la passation de consignes, dire personne derrière le deuxième tapis, ça permet de recentrer tout le monde, d'avoir les temps qui sont donnés, un temps donné, voilà, vous travaillez pendant tant de temps en autonomie, soit avec un affichage de l'heure, soit parce que toutes les minutes on leur redit il reste tant de temps. Ça permet de cadrer et d'être eux sur la passation. Et je trouve justement qu'en CA3, la difficulté aussi, c'est qu'on est obligé de laisser vraiment l'autonomie aux élèves à certains moments, que ça soit gym, danse, etc. Il y a des moments où il va falloir construire certaines choses et être en autonomie. Je sais pas si vous êtes d'accord. Oui. Soit pour la création, soit pour la répétition. Ouais. Effectivement, et le problème, c'est que des fois, comme dans tous les sports, si on n'est pas trop motivé, vu que ce moment d'autonomie, on peut soit l'utiliser pour travailler à fond, faire vraiment ce qu'on a envie de faire, etc., soit pour ne rien faire et discuter avec les autres. Et je trouve que des fois, c'est un peu difficile de vraiment d'utiliser ce temps à bon escient pour tout le monde. Et moi, les astuces, par exemple, que j'ai trouvées, c'est il y a deux choses. Donc là, par exemple, en gym, je les fais verbaliser le nombre de répétitions qu'ils ont fait à la fin de chaque atelier, par exemple. En disant, qui a réussi à faire 10 répétitions, levez la main, qui a réussi à faire plus de 20, levez la main, etc. Pour que ça soit limite un critère de réussite, en fait, que pour quantitatif, en fait, sur combien de fois j'ai passé l'exercice. Et pour moi, c'est important. Et après, l'autre chose, par exemple, j'étais en danse. Des fois, il y a des moments où ils étaient en autonomie sur la création. J'avais des garçons qui étaient pas trop motivés, ils jouaient, etc. Et j'essayais de rajouter, de ludifier, on va dire, un peu tout, avec un système de niveau à passer, avec des paliers, etc. Et je leur mettais un objectif par séance, minimum, tu dois arriver niveau 3 aujourd'hui. Après, tu dois arriver, séance d'après, tu dois arriver minimum niveau 5, etc. etc. Et je les faisais, on va dire, j'allais voir en priorité justement ces groupes-là, et les moments d'autonomie, j'essayais de les tenir justement avec ce petit objectif-là. Les théories de l'apprentissage sur les buts motivationnels sont hyper intéressants à essayer de prendre en main sur ces activités. Est-ce qu'un élève il préfère plutôt les buts de maîtrise, donc on va chercher avec lui à aller sur des niveaux de plus en plus hauts? Est-ce qu'on est plus sur de la performance, aller chercher meilleur que les autres, ou l'exploit ultime? Ça c'est intéressant, c'est pas évident à faire, mais effectivement sur des élèves qui ont un manque d'autonomie, ça peut nous mettre en difficulté. En tout cas en CA3, je trouve que ça c'est un peu plus récurrent. Ouais. J'ai pas grand chose à rajouter sur cette gestion-là. Vous avez apporté sur donner du temps sur chaque situation, de délimiter une zone. Là, j'ai vu avec des 6e, j'ai fait danse. J'ai fait plein de petits espaces scéniques dans la salle. Comme ça, ils savent que c'est leur espace, ils n'auront pas à aller empiéter sur celui des autres. Ça évite aussi des petites embrouilles qui peuvent naître. Ouais, c'est important. Il est venu sur mon espace, on n'a pas de place, etc. C'est délimité, c'est cadré. Après, plus ils grandissent, plus ils arrivent à gérer, accepter d'aller dans l'espace des autres, même si c'est momentanément. Bon, ça se passe. Très bien. Pour le CA4, là, je pense que vous allez avoir peut-être plus de choses à nous dire parce que ça va peut-être un peu plus riche. Est-ce que vous avez des routines un peu particulières ? Des routines d'échauffement. On garde le même du début à la fin. Comme ça, ils le font en autonomie. Ça nous permet de nous laisser du temps si on veut installer du matériel, si on veut prévoir la suite en écrivant au tableau. Globalement, des routines de tournoi aussi. Essayer d'utiliser un peu tout le temps la même forme. Pour les matchs, les moments d'affrontement, je trouve que c'est super important pour gagner du temps en fait. Pas expliquer sans arrêt, cette fois-ci c'est comme ça, cette fois-ci c'est comme ça, non en fait. C'est la même chose que la dernière fois, juste on rajoute un point consigne selon ce qu'on a travaillé. C'est vrai que les fiches d'observation, ça peut être un bon support, que ce soit sur papier ou numérique, mais il faut le s'arranger pour que ça soit pas tout le temps une nouvelle fiche. Il faut que le format soit à peu près similaire et on rajoute ou on modifie.
Mais s'ils doivent redécouvrir un nouveau support à chacun des cours, ça peut mettre en place une Et c'est du perte de temps quoi. perdu, quoi. C'est ça. Je suis d'accord là-dessus. Sur encore le temporel, d'avoir un timer bipé, moi je l'utilise beaucoup. Ah, Timer Plus, c'est ça. Et Ouais, je sais pas si vous avez l'application. c'est Moi, ça, je trouve ça trop bien comme application. Tu mets l'enceinte à fond, les matchs ils durent 2 minutes, à 1 minute 57 il y a un premier bip, 1 minute 58 un deuxième, et puis il y a un grand bip à la fin des 2 minutes, vous avez 30 secondes pour tourner, et les élèves comme ça tourne et ça enchaîne. Si jamais c'est un sport par équipe aussi, routiniser des équipes, je trouve ça intéressant pour créer du lien vraiment, qui puisse progresser sur un certain temps et pas changer tout le temps. Je trouve que des fois c'est important aussi. Moi, il y a plusieurs choses aussi que j'ai routinisées, des fois c'est même des situations. Par exemple, en judo, on a un passage de permis pour pouvoir combattre debout. On a routinisé un moment où ils travaillent en autonomie, ils viennent devant moi pour me présenter leur travail. S'ils sont validés, ils partent et ils ont un autre travail à faire avec une keynote. Bref, j'ai routinisé un peu une situation qui peut durer vraiment sur la séquence et ils ont l'habitude de ce moment-là. Donc j'annonce juste, ok, on va travailler son permis. Hop, chacun se met en place, ils font ce qu'ils ont à faire et moi j'ai juste à valider ou non les permis. Ensuite, il y a d'autres choses aussi que j'ai routinisées. Par exemple, on en a parlé, c'était... là, par exemple, c'est plutôt en rugby pour apprendre le plaquage. J'avais fait ça avec des petits cônes de couleur. Si jamais, par exemple, on mettait le cône jaune en haut, ça veut dire qu'ils étaient en train de travailler, donc pas besoin d'aide. Si jamais ils mettent le cône vert en haut, ça veut dire qu'ils sont prêts à être validés. Donc il faut que je vienne les voir pour leur valider et qu'ils puissent passer au niveau plus dur. Et s'ils mettent le rouge en haut, ça veut dire qu'ils sont en difficulté et je dois venir les voir pour les aider. Et pareil, ça, du coup, c'est réutilisable en fait dans plein de situations où ils travaillent en autonomie et des fois, il y a besoin d'aller les voir. Et je trouve, pareil, je peux cadrer l'espace, les moments où j'ai besoin de venir plutôt que ça soit monsieur. Je trouve que c'est cette idée-là, je crois que c'est le tétraède, c'est ça, je sais plus qui en avait parlé. Je me souviens plus trop non plus, mais c'était développé pour les maternelles et primaires, il me semble. Ils posaient ça, ils avaient un petit tétraède qui mettait sur la table, qui inclinait pour l'enseignant, et ça a été repris, et ça fonctionne plutôt bien. Moi, en tout cas, j'ai testé ça là, parce qu'on en a reparlé, et au final, je trouve que des fois, c'est ces petites astuces-là qui nous permettent de gagner du temps, éviter d'être sursollicités par les élèves, et voilà. Et comment vous organisez-vous pour la passation du matériel dans le champ d'apprentissage numéro 4, les ballons, les chasubles, monter les terrains, comment vous faites en fonction de vos classes? Voilà, moi je veux dire, c'est sortie de vestiaire, le basket par exemple, ils savent que sur les 10 minutes qu'ils ont sur temps de vestiaire plus manipulation du ballon librement, c'est cadré, si au bout des 10 minutes ils sont pas sortis des vestiaires, ils n'ont pas le droit de toucher un ballon. Et c'est assez punitif des fois pour ramener le matériel, mais ils savent que quand je siffle, ils ont 5 secondes pour poser les ballons. Si je suis pas revenu à la fin des 5 secondes poser mon ballon, ils font des jumping jacks, quoi que ce soit. Bon, ça leur donne un petit défi de revenir vite. L'installation du matériel, c'est vrai que c'est souvent les mêmes élèves qui installent en début de cours. Donc je m'arrange pour que les élèves qui ont installé, ça soit les premiers qui partent au vestiaire à la fin du cours et que les autres aident à ranger. Généralement, ils ont envie de partir vite. Donc les cours d'après, ils sortent un peu plus rapidement des vestiaires, mais pas tous les élèves. Moi, j'essaie de choisir maintenant, je dis un tel avec moi, et parce que c'est vrai que si on demande qui veut m'aider, c'est souvent les mêmes qui le veulent. Et des fois, c'est bien aussi qu'ils aient ce petit moment-là avec nous où ils peuvent aider, etc., parce qu'ils en ont envie. Mais j'essaie quand même de faire tourner ce rôle parce que pour moi, c'est important. Et ce que tu disais, c'était intéressant sur l'installation du matériel. Faut vraiment, des fois, pour gagner du temps, pour la gestion de classe, c'est éviter les temps morts. Thomas, il en avait parlé l'autre fois sur le podcast en disant, parce que lui, il avait un public des fois qui peut être un peu difficile, et il me disait on met aucun temps mort, faut tout le temps qu'ils soient en activité, que ça soit cadré, etc. Et donc des fois c'est intéressant, limite avant la fin de la situation, de commencer à installer son matériel sur l'autre, ou même de réussir des fois à installer le matériel et d'expliquer en même temps. Ça c'est encore un peu plus difficile si jamais il faut aller loin, mais des fois moi ça m'arrive de faire ça en même temps si les plots sont à côté, etc. Ou même de dispatcher des dispensés pendant mon explication, qu'ils aient tout installé comme ça, quand on y retourne tout est déjà installé, etc. Mais je pense que c'est important d'éviter les temps morts, en tout cas sur cette gestion du matériel. Et t'avais posé aussi la question sur les ballons, etc., comment vous les donnez. Moi je pense que c'est important aussi que ça soit des fois l'enseignant qui les donne et pas forcément que les élèves qui aillent le chercher, parce que sinon ça... Enfin moi en tout cas je vois beaucoup de déviance, s'ils viennent chercher le ballon, ils se poussent, ils machin. Je préfère que ça soit cadré par moi dès qu'il faut donner quelque chose. Une question à part. Nous on a des problèmes pour la gestion de la casse du matériel. Avec les raquettes de badminton c'est un enfer. Et du coup on avait mis des numéros sur les raquettes. Ça n'a pas forcément marché. C'est une bonne idée de base de dire je te responsabilise avec cette raquette là. Et après, du coup, derrière, mais est-ce qu'il y a une conséquence si jamais il casse la raquette?
justement, à la limite, leur faire repayer. Mais il n'y a pas eu trop de suivi en fait derrière. À mon donc avis, ça n'a c'est pas ça, marché. c'est ça le cœur du truc. Nous, tous les collègues EPS, justement, ils ont déjà eu le cas. Ils annoncent dès le début d'année, dire dès qu'on vous donne un matériel, si vous le cassez, vous devez le repayer. Et la direction est au courant de ça. Ça arrive très rarement. Et pour le coup, quand ça arrive, vraiment, on va au bout des choses jusqu'à temps que les familles payent les choses pour que. Et je pense que des fois, en fait, il faut ce qu'on annonce, il faut le faire. Et ça, je pense que c'est aussi un conseil valable pour la gestion de classe. Il faut que si tu fais pas ça, il va se passer ça. Il faut aller au bout du truc. Même si au début, on pensait pas devoir arriver jusque-là. Je rebondis sur l'enseignant qui donne le ballon. Pour moi, c'est essentiel. C'est moi le boss des ballons. Et je vous donne le ballon. Je suis et d'accord. si vous voulez un ballon, vous venez me voir. Celui qui a un ballon alors que je ne l'ai pas donné, qu'est-ce que tu fais Viens là, c'est moi qui te donne le ballon. Et en plus, comment le faire passer ? C'est parce que moi, je suis détenteur du savoir de est-ce que le ballon il est bon pour toi ? Ouais, je vérifie qu'il est bien gonflé. Je te le donne. Et là, l'élève, du coup, il se dit ok, bon, j'ai le bon ballon. Le prof, il a vérifié. Puis ça ajoute un cadre, c'est pas. Ouais, exactement. Et quelque chose qui peut fonctionner aussi quand il y a toujours les mêmes élèves, les bons élèves qui installent le matériel, c'est de donner du quantitatif. T'as mis un poteau, t'as mis 2 poteaux, tu t'assois. C'est ton terrain. Ou t'as mis en acrosport, t'as mis un tapis, c'est ton tapis, tu t'assois. Et là, quand on voit que jamais entendu ça. tous les tapis ils sont pas mis et qu'il y en a qui commencent à se balader, les gars, vous avez pas de tapis, tout le monde est assis là, il manque que vous. Les gars, je dis les gars, mais ça peut être les filles aussi. Mais de responsabiliser par rapport à un type de matériel. Et puis de valoriser quelque chose. Voilà, ça, c'est ton ballon. Et sur les raquettes, effectivement, on a aussi mis les numéros parce qu'on avait des petits soucis. C'est très chronophage quand même de savoir quel élève à quel numéro. Faut essayer de mettre la pression, mais d'être un peu complice, je trouve, avec eux, ça peut fonctionner aussi. Je dis, bon, on est d'accord, là, si les raquettes sont cassées, on va plus pouvoir jouer. Tu les fais jouer avec leurs mains comme ça pendant une séance, au bout d'un moment ils vont en avoir marre. Je compte sur vous. Et moi, dans la. Elle a vraiment fait ? Non, il y a un collègue qui. Bon, du coup, maintenant, on a un stock de raquettes un peu pourries. Ok. Et il a surpris un élève en train de taper. Du coup, il est allé chercher une raquette vraiment rectangulaire. Hein. Il lui a dit, tiens, tu vas jouer avec ça jusqu'à la fin du cours. Voilà, en fait, faut prendre sur le fait. Et un peu dans la même idée de ce que je disais sur le fait de négocier, les élèves, je leur dis, là, vous ramassez le volant à la main, à part s'il est debout. Si le volant, il est debout, vous n'avez pas besoin pour le remonter de toucher le sol, donc vous pouvez le remonter. À cette seule condition. Sinon, vous vous baissez. Donc les élèves ils disent ok, on a le droit de le faire si le volant il est bien debout, on peut le remonter sans se baisser avec la raquette. Par contre, si on le fait pas, on fait l'effort. Et tu vas dans le détail. Moi, c'est vrai que j'aurais jamais précisé à ce point. Ouais, parce qu'on n'est pas des papis, puis on n'est pas des papis, des mamies. On peut faire le petit effort là. Ça prend 1 seconde et demie, on est d'accord. Et puis c'est le boss des ballons, des volants, donc c'est le boss des volants. Des aussi. techniques de boss, quoi. Très bien, je pensais juste à une dernière petite chose, moi, que j'avais vu, ça parle aussi un peu de gestion de classe, mais j'avais vu un collègue, son genre de critère de réussite, c'était matérialisé par des bracelets de couleur. Et en fait, si jamais, par exemple, l'élève, il arrivait à faire un amorti ou un smash, il avait le droit à aller chercher un bracelet de telle couleur sur la table. Et du coup, les élèves, ils finissaient avec plein de bracelets sur les mains, et après, ça lui permettait de faire soit des binômes, des équipes hétérogènes ou homogènes, etc., en fonction des bracelets qu'ils avaient. Et en fait, ça permet de matérialiser la réussite, et je trouvais ça très intéressant comme manière de faire et de voir les choses. Et moi, par exemple, là, j'ai expérimenté en badminton avec des couleurs de chasuble qu'on pouvait gagner en fonction des contrats qu'on arrivait à faire. Je trouve ça intéressant, cette question de matérialiser la réussite, et des fois, justement, je trouve que pour la gestion de classe, ça peut être aussi intéressant, que ça soit pour rediriger sur des ateliers, soit tout simplement pour valoriser d'autant plus la réussite. Et savoir où les élèves en sont aussi. À condition que tes chasubles sentent bon. Sinon, ils vont pas en vouloir. On l'avait toutes les vacances. Moi, je suis pas trop concerné par ça, mais je sais pas, vous, en CA5, comment ça se passe ? Est-ce que vous avez des astuces particulières ? Alors, ce qui est important en CA5, je pense, c'est de suivre la politique de l'équipe dans toutes les activités, dans tous les cas, mais un petit peu le projet EPS sur la politique. Nous, en seconde, on fait plutôt cross-fitness. En première, on commence à travailler sur les postures, et en terminale, on est sur les ressentis et vraiment le savoir s'entraîner jusqu'au boutiste. En seconde, la matérialisation, c'est interdit d'aller dans une des parties de la salle, et je matérialise la zone où on va faire des fentes, et c'est les plots bleus, les zones où on fait les squats, c'est les plots jaunes, etc., etc. De toujours avoir cette même organisation et d'avoir à la fois une représentation visuelle sur le tableau que je construis avec les élèves, et de passer les consignes toujours au même endroit,
avec des routines plutôt spatiales, mais aussi temporelles, avec le bip qui est toujours le même, etc. La gestion de classe, je l'ai trouvé super compliquée en musculation. Et j'ai pas forcément adhéré Et pourquoi du à coup? enseigner ça. Je trouve que les élèves peuvent facilement se cacher, ne rien faire. Et c'est hyper dur à gérer parce que quand t'es sur une machine en train Il d'aider y en a un autre peu élève, partout et t'es très vite dos en fait. Ce que tu peux faire dans ton gymnase et voir tout le monde un peu dans l'ensemble, je trouve que dans la salle de muscu c'est un peu plus compliqué. C'est vrai, et la gestion du temps de récupération est très difficile. Un élève qui te dit que ça fait 30 secondes qu'il récupère, bon, tu le crois pas trop, mais en même temps, t'as pas de preuves non plus parce qu'il y en a 30 autres. Effectivement, ça, c'est pas facile. C'est pas facile quand ils sont vraiment en temps de récupération. Après, autonome. je réfléchis rapidement comme ça. Imaginons par exemple de matérialiser ce repos avec un chasuble que tu mets ou un truc ostentatoire, un truc qui se voit de loin, ça pourrait être intéressant. Non, mais l'élève qui ne le fait pas, c'est pareil. Tu vois. Il peut ne pas le mettre ou le mettre en retard. Non, mais je réfléchis comme ça. Je me dis que C'est pas évident. effectivement, je pense qu'il y a pas mal de problématiques sur effectivement ce temps de repos qui doit être cadré. Peut-être le noter au tableau ou n'importe quoi. Je pense qu'il y a peut-être des solutions pour essayer de réfléchir à ça, mais c'est vrai qu'en CA5, on est plus confronté à ces problèmes-là. Ouais, et puis moi, ce que je fais en ayant discuté avec des collègues aussi, c'est il y a tel atelier, tel atelier, tel atelier, tel atelier. Vous êtes un nombre précis sur chaque atelier. Vous avez 12 minutes pour faire 4 séries. 4 séries, tu peux voir 4 fois l'élève faire potentiellement. Voilà, c'est pas une garantie, mais ça banalise. Très bien. Maintenant, je vais vous demander donc, vous, un peu, c'est quoi votre style de gestion de classe? Est-ce que vous avez une patte particulière, des convictions, des croyances un peu? Et quelle relation vous essayez de créer avec vos élèves si jamais vous devez caractériser justement cette gestion de classe? Et d'ailleurs, je ne l'ai pas dit pour l'instant, mais on est bien sûr des enseignants qui sommes assez jeunes dans le métier. Donc bien sûr, tous les conseils qu'on donne et tout ce qu'on dit, c'est du haut de nos 1 ou 2 ans d'expérience. Donc bien sûr que quelqu'un qui a plus de bouteilles dira peut-être pas les mêmes choses. Voilà. Si vous voulez dire un peu, vous, votre particularité dans cette gestion de classe. Moi, je dirais que mon style, c'est en recherche. Mais vraiment, parce que je teste des choses. Alors, je suis quand même assez exigeant en termes de concentration des élèves, parce que j'ai un public quand même qui est capable de beaucoup de choses. Donc, dès qu'il y a beaucoup de déviance, je suis en train de les stopper pour qu'ils se concentrent, parce que j'ai vraiment envie de les tirer jusqu'à leur maximum. Donc, je cadre beaucoup là-dessus. Mais je sais pas, des fois, je vais laisser beaucoup d'autonomie. J'ai du mal à me qualifier sur si je devais me donner un style particulier. Mais j'essaye d'alterner avec. T'essaies d'être exigeant avec eux. Ouais, si c'est on ça. doit retenir quelque C'est ça. chose, être Mais- juste mais exigeant. C'est ça. Mais par contre, j'essaye vraiment quand je dois disputer ou sanctionner, je suis capable de partir fort dans les tours. Par contre, dans la demi-seconde après, de m'adresser de manière très calme avec le reste de la classe derrière. Savoir séparer les choses entre chaque élève et ne pas être dirigé par ses émotions. C'est ça que tu essaies de faire. Très bien. Moi, j'essaie d'être un peu comme dans la vie de tous les jours au final. Et je pense que à long terme, ça peut fonctionner. Je dirais que je suis une enseignante un petit peu maman. Donc, j'aime bien être dans le dialogue, dans la bienveillance avec eux, rester plutôt calme. Je suis pas du genre à justement pousser une gueulante. Je sais pas trop faire ces choses-là. Donc, peut-être que ça s'apprend aussi avec les années. Mais ouais, je dirais une enseignante un peu maman et j'ai envie de les faire réussir, j'ai envie qu'ils se sentent bien quand ils viennent dans mon cours, donc je les couvre un petit peu. Parfois c'est épuisant, mais pour le moment, au bout d'une année, ça se tient. On verra pour la suite si ça change. Très bien, merci à toi. Léo? La relation de confiance, c'est ce que j'essaie d'instaurer avec autant les élèves qui sont dits bons élèves parce que plutôt sportifs, plutôt scolaires, que ceux qui sont plus en difficulté. J'essaie de me mettre à leur place, de leur accorder ma confiance et qu'ils ressentent que pour moi, ils ont une valeur et que je sais qu'ils sont capables de faire des choses. Et ils le rendent quand ils le veulent, donc pas souvent, mais jamais je vais les engueuler parce que je me dis qu'un élève qui déjà n'est pas scolaire a encore plus au lycée tout un vécu et un parcours scolaire où on lui a fait ressentir, où il le sait, il l'a intériorisé, il y a de l'incompétence apprise. Je veux pas être celui qui en rajoute. Je veux être un peu différent sur ce point, Essayer de les valoriser plutôt et créer une vraie relation avec eux. et faire en sorte que, oui, t'as un parcours qui est difficile. Je sais que l'EPS, c'est pas ton truc, mais je sais que tu peux faire des choses. Montre-moi que t'es capable de faire des choses et d'être un peu comme Gladys, plutôt sur une linéarité.
jamais je vais vraiment les engueuler, jamais je vais être trop dans la rigolade non plus, mais essayer d'avoir en fait d'être relativement neutre. Et je trouve qu'ils me le rendent plutôt bien et moi ça me permet de me canaliser aussi et de voir quelque chose aussi à long terme parce que je me dis que voilà, ils vont pas se dire qu'ils sont nuls, ils vont pas se sentir agressés, en fait ils auront pas de raison d'avoir une relation urticante avec moi. Voilà, ça sera moi je suis neutre, je sais qu'ils sont là, je sais qu'ils sont capables de faire des choses. Fais des choses, je te valoriserai, ne les fais pas, je te comprendrai, mais t'auras peu de valorisation de ma part et voilà. Très bien. Moi, j'essaie d'avoir une relation plutôt de juste. J'essaie d'être. C'est vraiment ça qui est de confiance, comme tu dis. J'essaie de. Bah, moi, pour le coup, des fois, je pousse des gueulantes, mais j'essaie de les pousser au bon moment, avec les bonnes personnes et de la bonne manière. Et moi, par exemple, il y a une chose auquel je m'attache, c'est qu'un élève que je vais disputer parce qu'il y a quelque chose qui fait mal, bah, je vais essayer de m'attacher à ce que dans la séance, au moment où il fait un truc bien, je sois là pour le valoriser à voix haute et que je crie tout aussi fort pour le valoriser que quand je le dispute. Et je pense que c'est cet équilibre-là qui est important. C'est pas parce qu'à un moment on va disputer un élève que ça fait de nous un mauvais prof ou qu'il va pas nous aimer et qu'on va avoir une mauvaise relation. Par contre, si on s'attache jamais à le valoriser quand il fait les choses bien, là pour le coup ce sera une mauvaise relation. Et j'essaie d'être juste avec eux. En tout cas, c'est difficile de l'être tout le temps à 100%, etc. Mais j'essaie en tout cas de disputer tout le monde de la même manière si jamais ils font une bêtise. J'essaie de les valoriser dès qu'ils font quelque chose de bien pour essayer justement d'avoir ce climat de justice. Et encore une fois, créer de l'humain, pour moi aussi, c'est important. Retenir leur prénom, essayer de voir comment ils se sentent, s'adapter à eux en fonction de la journée, de la semaine, de comment ils vont aujourd'hui, leur montrer que je suis humain et que je vois ce qu'ils ressentent, etc. et que je suis capable de m'adapter à eux. Pour moi aussi, c'est important dans cette gestion de classe. Et pour que le jour où je leur impose un truc, et bah, ils le comprennent parce que bah, moi, de temps en temps, je m'adapte à eux aussi. Et pour moi, ça va dans les deux sens. Pour compléter, s'il y a un mot que j'ai coutume de leur répéter, c'est transparence. J'essaye d'être transparent avec la météo du jour, sur comment ils vont eux, comment je vais moi. Transparence sur, alors ça c'est pas tout le temps évident, mais sur pourquoi on fait telle chose, donner du sens. Transparence aussi quand on dispute, quand on encourage. Et c'est un mot qui est important à installer. Et d'ailleurs, je voulais, à un moment, on a parlé de personnages, je sais plus exactement, on en avait parlé, bref. Il y a une question moi qui me restait en tête, c'est on m'a déjà dit en formation quand vous arrivez à l'école il faut jouer un personnage, il faut vous dire que vous êtes fonctionnaire d'État, que vous devez jouer un rôle, etc. Et de l'autre côté on nous dit oui mais jouez pas un rôle, faites ce que vous êtes en fait et essayez de pas trop changer parce que sinon ça se voit, etc. Vous pensez quoi là-dessus? Est-ce qu'il faut au contraire jouer un rôle ou est-ce qu'il faut être authentique dans sa manière d'enseigner? Encore une fois, tout dépend du contexte et de sa personnalité. Moi, l'image que j'avais retenue et qui me paraissait extrêmement intéressante et que j'essaie de suivre en ligne de conduire, c'est d'être un repère. Les élèves, il leur arrive des choses dans leur vie, ils ont un parcours qui est semé de réussites, qui est semé d'échecs, ils ont leur vie, leur métier d'élève, ils ont aussi leur vie personnelle. Et j'essaye d'être, moi, une figure de référence où, peu importe ce qui m'arrive, je suis toujours la même personne, ils pourront toujours voir en moi quelqu'un en qui ils peuvent parler, de stable, de confiance. Voir quelqu'un de confiance, voir quelqu'un qui va leur transmettre des choses, essayer de leur apprendre des choses, même si on ressent parfois si je suis plus fatigué ou pas, mais voilà, de me détacher quand même de qui je suis en fonction des élèves, en fonction des moments, pour être un repère stable. Et vous? Moi, je suis pour rester authentique. Et je reprends un peu les propos que mon tuteur m'a dit avant que j'arrive justement dans mon établissement. Parce que forcément, j'étais un petit peu stressée. Et lui, quand il est arrivé, on lui a dit il va falloir que tu sois hyper strict, que tu leur rentres dedans, sinon tu vas te faire manger. Alors que c'est pas du tout lui. Et il a essayé d'être super strict, de leur rentrer dedans. Mais vu que c'était pas lui, ça marchait pas. Il avait beau faire le cadre le plus rigide possible, c'était pas naturel, quoi. Et il s'est mis à être juste lui-même, authentique. Et du coup, les élèves, ils le sentent. Je pense qu'ils sont quand même hyper sensibles à cette chose-là. Et on peut pas leur faire à l'envers et jouer un rôle. Et justement, tu as parlé de ton tuteur. Moi, il m'a dit une phrase, mon tuteur. On enseigne rarement ce que l'on veut, souvent ce que l'on peut, mais toujours ce que l'on est. Et c'est ce qu'il m'a dit lui. Je trouvais... Non mais la phrase m'a fait réfléchir et je trouvais ça intéressant de se dire ça.
Mais en fait, pour moi, là, encore une fois, c'est une question de nuance. C'est un peu un entre-deux. Bah, bien sûr, on est fonctionnaire d'État. Il y a des moments où on peut pas se permettre de rigoler, on peut pas se permettre de rester détendu comme on est dans la vie de tous les jours. On est obligé de jouer un minimum un rôle pour tenir un cadre, pour représenter certaines choses. Et de faire valoir aussi surtout des droits et des devoirs. Oui, par les valeurs de la République. exactement. Voilà, c'est ça. Vraiment, Et on est obligé de sortir un peu de notre rôle de la vie de tous les jours. Mais d'un autre côté, si on change trop et qu'on joue complètement un rôle, bah, ça perd de son intérêt, on n'y croit plus et en fait, ça perd du sens pour les élèves. Donc pour moi, c'est une question un peu de nuance entre les deux. Dans cette logique de transparence évoquée précédemment, pour moi, l'authenticité, c'est obligatoire. Sinon, les élèves, ils peuvent pas trouver de repères. Par contre, je trouve qu'il faut quand même jouer un rôle, c'est que quand tu commences ton cours, tu dois mettre ta casquette de prof et tu dois limite faire un show pour animer. Tu peux pas être... si t'es fatigué, tu peux pas être à 2 à l'heure parce que sinon, ils vont te donner une intensité de cours équivalente à celle que tu leur proposes. Donc il faut quand même que tu mettes ta casquette de prof et qu'il y ait un minimum. Et c'est rassurant pour eux de savoir qu'on est des humains normaux, des fois. Ouais, je suis d'accord. Est-ce que vous voulez compléter sur quelque chose ? Non. Dans ce cas-là, merci à vous pour cet épisode. Merci. On a essayé de parler de la gestion de classe du haut de notre petite expérience, en tout cas de partager quelques conseils qu'on a pu nous apprendre. N'hésitez pas à nous faire remonter vous vos expériences ou si jamais il y a des choses qui vous ont été utiles ou que vous avez trouvé tout simplement intéressantes. Et n'hésitez pas à nous donner d'autres idées de podcasts ou des personnes que vous aimeriez voir si jamais ça vous intéresse. Merci de nous suivre en tout cas, c'est super et à bientôt. Un grand merci à tous ceux qui nous ont déjà fait des retours Ouais. qui nous permettent de nous améliorer. Ouais. Bon, là, on a tourné les 2 premiers épisodes à la suite, là, les 2 suivants, les 3 et 4, et puis donc on prendra les conseils après le 3 et le 4 pour modifier tout ça. Merci à tous. Au revoir.